Jusqu'au 9 mars 2023, les présidents des pays les moins avancés sont réunis à Doha. Ce sont 12 pays d'Asie, 33 pays d'Afrique, plus Haïti. Ceci pour la 5e conférence du genre. Là-bas, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra n'y est pas allé de main morte dans son discours où il a vaillamment déclaré que les pays occidentaux entretiennent l'instabilité politique en République centrafricaine depuis son indépendance. Mais également, celui-ci a souligné plusieurs points, notamment que la République centrafricaine est, je cite, a toujours été considérée à tort par certaines puissances occidentales comme une réserve de matières premières stratégiques. Fin de citation. Des propos du président Faustin Archange Touadéra qui visent à dénoncer et aujourd'hui peut-être à frapper du pied dans la fourmilière. En tout cas, c'est ce qui comporte notre interrogation ce soir dans le cadre de cette émission Regard panafricain. C'est un plaisir de vous retrouver à nouveau dans le cadre de cette émission. Votre fidélité, bien sûr, nous fait du bien et nous honore. Vous pouvez nous regarder sur nos différentes plateformes For You Media Africa, Facebook et YouTube, nous suivre via l'application partout dans le monde. For You, téléchargeable sur Play Store, sans oublier que vous nous écoutez sur la 96.3 FM et nous regardez sur notre télévision panafricaine. Merci à tous d'être avec nous. Nous sommes accompagnés du docteur Sango aujourd'hui qui nous prêtera ou alors nous baladera avec son regard panafricain sur la question de ce soir. Bienvenue à vous, docteur Sango. Bienvenue, Madame Bekoudi Cassandra. Je vais dire bonsoir à tous les auditeurs et téléspectateurs qui nous écoutent ce soir. C'est encore un plaisir renouvelé d'être là pour la poursuite du combat panafricain. Et on démarre les hostilités juste après cette transition. Docteur Sango, c'est un plaisir de vous retrouver encore dans le cadre de cette émission Regard panafricain. Bienvenue à nouveau et merci d'être avec nous. Nous nous intéressons à l'actualité qui met en évidence la République centrafricaine, mais surtout le président Faustin Archange Touadéra qui, dans un discours à Doha, à la réunion des pays les moins avancés, selon l'ONU, a décidé de frapper du pied dans la fourmilière. Devant ces 32 pays africains, plus Haïti, et puis 12 pays d'Asie, sans oublier le secrétaire général de l'ONU, celui-ci s'est exprimé. Et lorsqu'il s'exprime, il déclare que les pays occidentaux ont toujours vu le pays centrafricain comme une zone stratégique qu'ils pouvaient venir piller en toute quiétude, sans jamais se soucier de quoi que ce soit. Déjà, pour planter le décor, on va se souvenir des dernières sorties de la République centrafricaine qui étaient jugées assez frêles, peut-être un peu trop pacifistes, peut-être qui n'avaient pas autant de poids que les attaques reçues. Docteur Sango, comment est-ce que vous analysez cette réaction ou alors cette parole pratiquement véridique du professeur Faustin Archange Touadéra? Écoutez, la transformation d'un monde bipolaire en un monde unipolaire qui se dirige inexorablement de plus en plus vers la multipolarité constitue un tournant majeur aujourd'hui pour l'histoire des peuples et fondamentalement l'histoire des peuples africains. Les relations internationales ne sont pas statiques, le monde bouge et les choses également bougent avec cette transformation internationale. Aujourd'hui, nous sommes en train d'analyser le sommet des PMA. Vous savez que le monde a été divisé, le monde a été pensé par une certaine classe, le monde a été clivé par une certaine idéologie, par un certain bloc qui avait pensé qu'en réalité, ils avaient le monopole, ils avaient la puissance de dicter la politique du monde.
Lorsqu'on parle des pays les moins avancés, c'est une émanation d'une classe. Le monde ne s'est pas assis pour classer les pays en voie de développement, les pays les moins avancés, les pays développés, les pays du G7, tout ça. Tout ça participe de la dictature internationale du bloc occidental endossé sur l'idéologie du capitalisme. Je ne vais pas m'appesantir trop sur cet enjeu-là, mais pour revenir sur le discours du président centrafricain Touadéra, vous venez de dire que contrairement au passé, où ces discours frisaient beaucoup plus la docilité, la douceur, cette fois-ci, il semble beaucoup plus être dur envers ses pairs. Comment expliquer cela? Il faut tout simplement expliquer cela dans le rapport des relations internationales où aujourd'hui la Centrafrique, à travers son président, est en train de livrer un combat de libération, un combat de souveraineté. Oui. Et dans ce combat-là, on a vu que dès son origine, le président centrafricain avait privilégié une méthode beaucoup plus soft, une méthode beaucoup plus collaborationniste, une méthode diplomatique où il ne voulait pas chasser radicalement le partenaire encombrant. Il a privilégié dès le départ cette méthode, n'est-ce pas, de douceur. Mais au fil du temps, il s'est rendu compte que pour que son objectif soit atteint, pour que l'objectif escompté puisse se réaliser, il était question pour lui de changer cette méthode minimaliste, soft, pour s'orienter vers la méthode réaliste dure, qui consiste à être, n'est-ce pas, dur envers ses partenaires. Donc moi, je situe ce discours-là dans cette configuration des rapports de force où le professeur Touadéra aujourd'hui est en train de comprendre que il doit changer de méthode, il ne doit plus collaborer en douceur avec ce partenaire français qui, du point de vue historique, avait considéré son pays comme étant une chasse gardée. Donc le discours de Touadéra aujourd'hui, c'est un discours affranchisseur, c'est un discours qui montre que il est déterminé à suivre le pas du colonel Assimi Goïta. Il est déterminé à s'orienter cette fois-ci vers ce que j'appelle souvent la rupture maximaliste. Il était jusque-là sur une position minimaliste. Donc aujourd'hui, il montre à travers ce discours que il est en train de s'orienter vers une méthode beaucoup plus maximaliste. Ça, c'est le discours. Et vous savez que moi, je suis également un peu trop sceptique avec les discours. Moi, je pense que les discours, certes, ont leur portée, mais compte tenu du contexte que l'Afrique traverse aujourd'hui, on n'a plus trop besoin des discours. On a besoin tout simplement des actes sur le terrain. Donc moi, je pense que les actes parleraient mieux que les discours. Je ne suis pas en train de critiquer ce discours-là. C'est un discours qu'il faut saluer, même si tout à l'heure, là, je vais revenir sur ce discours pour montrer les limites de ce discours-là, compte tenu des enjeux que nous sommes en train d'analyser. Oui. C'est un discours qu'il faut saluer, mais l'heure n'est pas au discours, l'heure est à la configuration des rapports de force qui doivent se matérialiser sur le terrain. Eh bien, dans ce discours, on revient également sur la thématique ou alors le thème principal qui est celui qui permet d'habiller les différents échanges qui ont donc lieu depuis le 4 mars du côté de Doha et ce jusqu'au 9 mars prochain, du potentiel à la prospérité. Et dans son discours, le professeur Faustin-Archange Touadéra a bien mentionné qu'il ne comprenait pas comment est-ce qu'un pays moins avancé, selon l'ONU, pourrait passer du potentiel à la prospérité s'il était pillé déjà par des pays occidentaux, mais non seulement s'il restait sous l'embargo des armes, bien sûr, et qu'il restait encore dans une posture où il n'arrive pas à recevoir d'aide publique au développement allouée aux pays les moins avancés. C'est vrai qu'à ce niveau-là,
On connaît ce débat, docteur Sango, avec les aides publiques au développement qui n'ont jamais conquis, n'ont jamais convaincu les combattants panafricanistes. Mais aujourd'hui, le professeur Faustin-Archange Touadéra, il ressort cela de son couvercle, certainement pour dénoncer totalement une situation vécue par la République centrafricaine. Vous savez, le thème qui a été choisi pour ce sommet-là est un thème très intéressant, est un thème qui a été choisi à dessein pour montrer en réalité le paradoxe des pays africains, fondamentalement d'un pays comme le Centrafrique. Un paradoxe qui n'est plus aujourd'hui, qu'on n'a plus besoin d'efforts aujourd'hui pour démontrer. C'est-à-dire le paradoxe qui consiste à voir des pays qui regorgent des matières premières, des ressources naturelles, mais qui périssent dans la pauvreté, dans la misère, qui ont de la peine à survivre, qui ont, n'est-ce pas ici, de la peine à jouir de leurs matières premières, de leurs ressources naturelles, qui leur ont été données gratuitement de par la nature. Donc, c'est en quelque sorte une malédiction. C'est-à-dire les matières premières africaines aujourd'hui, les ressources naturelles des pays africains aujourd'hui apparaissent comme une malédiction pour les pays africains, alors que cela devrait être une bénédiction. Donc, vous voyez donc que la lutte des intérêts des pays occidentaux a très bien fait de penser le monde en le divisant, à implémenter une méthode qui a consisté à priver les pays africains de leurs matières premières et de leurs ressources naturelles. C'est pour cela que moi, lorsque j'analyse le discours du président Touadéra, c'est un discours qui a des points forts et des points faibles. Oui. Parce qu'il faut toujours analyser le discours conformément à l'enjeu du continent. L'enjeu du continent aujourd'hui, c'est la libération, c'est sa libération, c'est sa souveraineté. Alors, est-ce qu'on doit chercher la souveraineté en comptant toujours sur l'aide internationale de ces pays occidentaux? Je vais vous lire une partie du discours du président Touadéra qui montre en réalité que il n'a pas peut-être du tout compris les véritables enjeux de la lutte. Parce qu'on ne peut pas prétendre couper, n'est-ce pas, le lien des pays africains avec les pays occidentaux et rester toujours dépendant de ce poison qui est l'aide publique au développement. Voici ce que le président, le professeur Touadéra dit. Il dit, la République centrafricaine est orpheline de l'aide publique au développement allouée aux pays les moins avancés. J'appelle les partenaires internationaux à lever les mesures de suspension de l'aide publique, de l'aide budgétaire, à accroître les assistances au gouvernement, notamment par la mise à disposition du Fonds vert pour le climat, afin de permettre la mise en œuvre des mesures d'adaptation nationale et la construction d'une économie résiliente, inclusive et durable. Fin de citation. Oui. C'est un extrait du discours du président Touadéra. Donc vous voyez donc que le président Touadéra, en faisant un tel appel, je ne sais pas si lorsqu'il le fait, il le fait par ironie ou alors pour attirer l'attention. Mais s'il est vraiment sincère dans ce discours-là, on ne peut pas accepter au XXIe siècle et compte tenu du combat que le continent africain est en train de mener aujourd'hui, compte tenu des ravages que cette aide internationale a commis sur le continent africain, continuer encore à aller la chercher, à aller la demander, à aller la supplier, compte tenu, n'est-ce pas, du contexte. Donc, moi, je pense que aujourd'hui, les présidents africains doivent se départir de cette aide-là. Parce que l'aide publique au développement n'est pas un instrument de développement des pays africains. C'est un instrument plutôt qui maintient les présidents africains, les pays africains dans le sous-développement. La manière dont cette aide-là a été pensée, la manière dont elle fonctionne, la manière dont elle est implémentée à travers les conditionnalités, à travers des orientations, à travers des inadaptabilités qui la constituent, n'est pas un instrument aujourd'hui que les pays africains doivent compter pour se développer. Donc moi je vais dire ici en tant qu'analyste et
faire des suggestions au professeur Touadéra de ne plus solliciter cette aide-là, parce que c'est l'élément par lequel ces pays occidentaux vous tiennent. Il faut donc penser une méthode de développement totalement souverainiste, africaine, qui va nous permettre, n'est-ce pas ici, de développer une politique économique souveraine, parce que l'expérience a déjà démontré que la main qui donne ordonne toujours. Lorsque je vous donne quelque chose, il est clair que même si du point de vue direct, je ne vous dis pas que voici ce que vous devez faire, voilà ce que vous devez faire, vous-même vous serez redevable dans votre conscience, parce que vous savez que cette aide-là, cet argent-là vient de quelque part. Vous ne pouvez pas être libre, vous ne pouvez pas décider de manière souveraine des orientations à donner à cette aide-là. Donc, nous disons qu'aujourd'hui, il est question de se détourner de cette aide-là, de ne plus solliciter cette aide-là, de la refuser même si on nous la donne, on doit refuser cette aide-là parce que c'est un poison, c'est un cancer qui empoisonne l'Afrique. Le président Touadéra aujourd'hui doit saisir cette opportunité, parce que derrière chaque obstacle en géostratégie se cache toujours une opportunité. Devant cet obstacle qu'il pense que la Centrafrique est mise sur embargo, la Centrafrique est coupée de l'aide publique au développement, il doit utiliser cette situation-là pour penser une autre méthode, une parallèle, qui pourra permettre à son pays de se développer. C'est ça la gouvernance. C'est ce que le président malien est en train de faire aujourd'hui. Les sanctions que la CEDEAO a pris contre son pays, les sanctions que l'Union européenne et la communauté internationale a pris contre lui, et sont aujourd'hui en train de l'orienter vers des opportunités qu'il saisit pour faire développer son pays. Donc, moi, je suis réfractaire à cette aide publique au développement. C'est un cancer, c'est un outil qui tient les présidents africains. Il est donc question de se découper de cette aide-là, de se libérer de cette aide-là, de ne plus compter sur elle pour se développer. Parce que si cette aide-là était un instrument de développement depuis près de 60 ans aujourd'hui, parce que c'est un instrument qui existe depuis 1960, lors des indépendances factistes qui ont été données aux pays africains, si c'était un véritable outil de développement, alors c'est qu'aujourd'hui, 60 ans après, les pays africains seraient développés. Je prends toujours cet exemple-là. En 1957, lorsque ces pays occidentaux brandissaient l'aide comme un instrument de développement, on a quand même un panafricaniste, Sékou Touré, l'ex-président de la Guinée-Conakry, qui avait dit non à cette aide-là parce qu'il avait vu les orientations que prenait cette aide-là et il avait refusé parce qu'il avait vu que c'était un instrument d'asservissement, c'était un instrument d'esclavage, c'était un instrument de dépendance. D'où sa célèbre citation: mieux vaut la liberté dans la pauvreté que la richesse dans la dépendance. Donc, il avait refusé cette aide-là. Et je convoque toujours cette situation-là pour dire au président africain que si on peut dans une moindre mesure acquiescer et le fait que la Guinée-Conakry reste aujourd'hui sous-développée parce qu'elle avait refusé l'aide publique au développement des pays occidentaux, qu'en est-il donc des autres pays qui avaient accepté cette aide publique au développement et qui restent aujourd'hui sous-développés? Cette expérience montre à suffisance que l'aide publique au développement ne développe pas un pays. Pire encore, lorsqu'on voit les rapports de force qui caractérisent les pays africains avec les pays avec les pays occidentaux, c'est des rapports qui frisent du paternalisme, c'est des rapports qui frisent de la colonisation, du néocolonialisme. Or, du point de vue concret et pratique, on ne développe pas des colonies, on ne développe pas des néocolonies. Une colonie, c'est une entité, c'est un terrain qui est là pour faire fonctionner la métropole par définition. Lorsqu'on voit comment les relations entre les pays africains et les pays occidentaux se matérialisent sur le terrain, on voit bel et bien que nous sommes dans la continuité du néocolonialisme, nous sommes dans la continuité de l'impérialisme, nous sommes dans la continuité du paternalisme. Or, on ne développe pas une colonie, on ne développe pas des néocolonies, ce sont
des pays eux-mêmes qui se développent. D'où la célèbre citation économique. On ne développe pas, mais on se développe. Donc, il est important aujourd'hui pour les pays africains de cesser de penser que leur développement viendra d'ailleurs. On ne parachute pas le développement. C'est toi-même qui penses ton développement parce que c'est toi qui maîtrises tes réalités environnementales et sociologiques, tes besoins de développement. L'autre ne peut pas les maîtriser plus que toi-même. À partir du moment où tu penses que c'est l'autre qui viendra te développer, tu es dans une mauvaise posture et tu es bien parti pour rester éternellement et sempiternellement dans la dépendance, dans l'esclavage. Or, aujourd'hui, il est question d'en sortir. Moi, j'ai fait l'effort de faire les recherches avant de venir ici sur votre plateau en allant chercher la charte de l'impérialisme. Parce que ce que nous vivons là aujourd'hui, tout ça découle de l'impérialisme, de la charte de l'impérialisme. Et cette charte de l'impérialisme, c'est un document, c'est une constitution qui a été, n'est-ce pas, ici écrite par ces pays occidentaux pour régir leurs relations avec les pays africains. Et jusqu'à aujourd'hui, cette charte-là n'a jamais été abolie. C'est cette charte-là qui régit les relations des pays occidentaux avec les pays africains aujourd'hui. Voici par exemple la charte. Qu'est-ce que le préambule dit? Le préambule dit ceci. La présente charte a été élaborée à Washington pendant la traite négrière, ensuite discrètement négociée à la conférence de Berlin en 1885, pendant que les puissances occidentales se partageaient l'Afrique, renégociée secrètement à Yalta au moment du partage du monde en deux blocs après la Deuxième Guerre mondiale et pendant la création de la Société des Nations, l'ancêtre des Nations Unies. Voilà donc le préambule de cette charte-là. Ça a été voté lors de la division du monde, où les pays occidentaux se sont assis et ont décidé que le monde doit prendre telle orientation. C'est eux qui ont divisé le monde et c'est cette division qui continue à fonctionner aujourd'hui. Cette division-là se manifeste sur plusieurs plans, Vous allez par exemple voir aujourd'hui, on parle des pays développés sur la scène internationale. On parle des pays industrialisés. On parle des pays du G20. On parle des pays des moins développés. On parle des pays sous-développés. On parle des pays endettés. Quel est le critère qui permet de classer ces pays? Est-ce que ce critère-là a été homologué? Est-ce que ce critère-là a été voté universellement? Donc, c'est une partie du monde qui s'est assis et qui a imposé une vision à imposer dans le monde. Et cette vision-là est en train de montrer ses limites aujourd'hui. Cette vision-là doit être combattue par des moyens d'élimination systématique parce que l'heure n'est plus à la bipolarisation du monde, encore moins à l'unipolarité du monde. L'heure est aujourd'hui à la multipolarité parce que c'est le seul système qui peut permettre le bon fonctionnement du monde. C'est le seul système qui peut faire le bonheur de tous les États parce que en réalité, tous les États ont le droit d'être heureux. Merci, Dr Sango. Vous vouliez poursuivre ou alors c'était la dernière... Oui, je voulais poursuivre avec cette charte de l'impérialisme pour lire quelques articles, pour que les téléspectateurs et les auditeurs qui nous écoutent soient imprégnés des enjeux que nous mettons ici sur la table chaque soir, chaque soir que nous faisons les analyses ici. Voici ce que l'article 25, parce que j'ai choisi quelques articles phares. D'accord. L'article 25 nous dit ceci. Notre devoir est de maintenir l'Afrique et d'autres pays du monde dans le sous-développement, la misère, la division, les guerres, le chaos pour bien les dominer, les exploiter et les piller à travers les missions des Nations Unies. Article 25. L'article 26 nous dit que notre règle d'or est la liquidation physique des leaders et dirigeants nationalistes du tiers-monde. L'article 28 dit les dirigeants des puissances occidentales ne peuvent être poursuivis, ni arrêtés, ni incarcérés par les cours et tribunaux de l'ONU, même s'ils commettent des crimes de guerre et de génocide. Je vais m'arrêter là parce que c'est une charte qui a presque, je crois, 28 articles. Oui. Voilà quelques articles phares que je mets sur la table pour comprendre que voilà
le fonctionnement des relations internationales aujourd'hui. Voilà comment les pays occidentaux ont réduit les pays africains. À quoi est-ce qu'ils ont réduit les pays africains? Et ce fonctionnement-là, cet esprit de la charte de l'impérialisme, c'est le même esprit qui fonctionne aujourd'hui parce qu'on n'a jamais aboli la charte de l'impérialisme. Lorsque vous voyez les relations entre les pays occidentaux et les pays africains, c'est exactement l'esprit de la charte de l'impérialisme. Où on vous dit que les pays africains n'ont pas le droit de se développer. Ça veut dire que eux-mêmes, ils ont enterré le développement des pays africains. C'est un développement qui est enterré et qui doit rester ainsi éternellement et sempiternellement d'après eux. Vous voyez? Donc aujourd'hui, les présidents africains doivent ouvrir les yeux pour comprendre que le bloc occidental, le capitalisme, les capitalistes, l'idéologie capitaliste, ces blancs-là n'ont jamais été leurs amis. Ces blancs-là les ont longtemps exploités et que le moment est venu aujourd'hui pour ouvrir les yeux. Vous ne pouvez pas quand même accepter d'être esclave éternellement. Mais comment si à un certain moment donné, quelqu'un peut vous esclavagiser, si à un certain moment donné, quelqu'un peut vous esclavagiser parce que il a peut-être eu l'opportunité d'avoir des moyens, de la puissance, il faudrait donc que toi, au fil du temps, que tu développes la stratégie pour évincer cet esclavage. On a la dialectique du maître et de l'esclave qui nous parle. À un certain moment donné, l'esclave redevient le maître du maître. Parce que au fil du temps, il a expérimenté des stratégies et des méthodes qui, à terme, ont évincé le maître. Mais si les pays africains restent endormis sous leur laurier en pensant que cette situation va se changer d'elle-même, mais ils sont en train de rêver. Ils sont en train de rêver parce que aucun changement ne se fait seul. Aucun changement ne se fait naturellement. La lutte des classes, Karl Marx nous parle très bien là-dessus. Il parle de la lutte des classes. L'histoire des peuples est essentiellement une histoire de lutte. On n'obtient pas le changement sans casser les œufs. Donc, il faut ouvrir les yeux, il faut combattre, il faut poser des actions de revendication, des rapports de force qui vont démontrer sur le terrain que vous avez véritablement soif de votre liberté. Parce que ce n'est que ça qui va dissuader l'oppresseur. L'oppresseur n'aura aucun intérêt de vous donner la liberté, la souveraineté, parce que ce n'est pas de son intérêt. Son intérêt, c'est de vous maintenir à vitam aeternam. Donc, il appartient au président africain, Madame Cassandra, de prendre en compte cette réalité et de comprendre que l'enjeu, l'avenir du continent africain est dans l'unité, est dans la convergence des rapports de force. L'avenir du continent n'est plus sur des discours. L'avenir réside aujourd'hui sur des actes qui doivent être posés, des actes forts qui doivent être posés, des actes de libération, des actes de souveraineté. Merci docteur Sango pour ce premier jet. Voilà. Eh bien, dans ce discours, le professeur Faustar Conje-Touadéra n'a pas juste souligné que les pays occidentaux, en adéquation avec cette charte de l'impérialisme, entretiennent l'instabilité politique en RCA depuis les indépendances, mais également a décrié une ingérence étrangère qui maintienne le pays dans l'instabilité, mais également dans l'insécurité. Il a parlé aussi des embargos sur les armes ainsi que sur les diamants qui sont des richesses propres à la République centrafricaine, et il n'a pas manqué de parler à nouveau de cet accompagnement technique, financier et bien sûr tout ce qui va avec. Docteur Sango, peut-être avant de vous relancer sur ce que j'étais en train de dire, lorsque vous parlez aujourd'hui d'ouvrir les yeux, de développement qu'on ne peut pas faire sans casser les yeux, aujourd'hui parler des PMA et continuer de faire partie de ces 33 pays qui ne sont pas suffisamment avancés,
Est-ce que ça, déjà, c'est un pas pour cette indépendance ou alors ce détachement? Puisque rester au sein de ce groupuscule de pays jugés pas encore assez avancés et continuer justement de demander de l'aide, c'est que nous sommes dans une position où on n'a pas le choix finalement. Il faut demander de l'aide puisqu'on est tassé de pays pas assez avancés ou alors mal avancés ou mal orientés, je ne sais pas, sous-développés, très très endettés. Docteur Sango, voilà un peu l'interrogation. Maintenant, à côté de tout cela, il y a le manque de cette unité, de cette union du côté de l'Afrique. Est-ce que si la République centrafricaine abandonne les aides publiques au développement qui jusqu'ici n'ont pas encore aidé à développer le pays, est-ce qu'il pourra compter sur des pays africains justement pour l'aider dans ce développement? Bien sûr. Bien sûr, et déjà, il faut déjà d'entrée de jeu dire qu'on a toujours le choix dans la vie. Oui. Toujours, on a toujours le choix. Le choix, c'est quelque chose qui est consubstantiel à l'être humain. Le choix est inhérent à la personnalité humaine. Quelle que soit la situation, on a toujours un choix. Donc, il appartient aux présidents africains aujourd'hui de faire le choix. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette division du monde, avec ce clivage du monde fait par des Occidentaux, où on a les PMA, on a les pays riches, on a les pays ceci. Moi, je ne suis même pas d'accord avec cela. Mais en même temps, il faut dire que cette organisation-là, ce regroupement-là, des pays les moins avancés, de ces pays-là qui ont été, n'est-ce pas, ici, regroupés autour de ce sigle PMA-là, peut constituer une opportunité pour eux de prendre conscience qu'en réalité, ils ont une même situation économique, ils ont un même problème, et qu'ils doivent travailler pour résoudre ce problème et obtenir leur liberté. C'est ça le véritable enjeu. C'est ça la véritable question. Or, lorsqu'on voit aujourd'hui ces PMA, on voit plutôt que la réflexion est orientée autrement. La réflexion, au lieu de s'orienter vers le processus d'affranchissement, est plutôt réorientée vers le processus de la continuité, et vers le processus de la main tendue. C'est ça qui blesse aujourd'hui. Et c'est ça qui me conforte à dire que les présidents africains n'ont pas compris que l'heure est venue de se couper de ces puissances occidentales, parce que vous ne pouvez pas compter sur quelqu'un qui a causé un problème pour résoudre ce problème. C'est de ça qu'il est question. Le problème des pays africains aujourd'hui, dans une moindre partie, c'est l'Occident. Même si les Africains eux-mêmes ont leur part de responsabilité. La preuve, la voilà aujourd'hui avec ce que nous vivons dans ce sommet des PMA. Où eux-mêmes, ils pensent que la solution, c'est de quémander davantage cette aide internationale. Ou ils pensent que la solution, c'est de tendre la main aux puissances occidentales. Mais que non! La solution serait, n'est-ce pas, la méthode contraire. La méthode de rupture. La méthode de maximaliste. La méthode qui consiste à dire à ces puissances-là que dorénavant, nous ne sommes plus avec vous. Nous ne sommes plus d'accord avec les accords que vous avez signés en 1960. Avec ces accords, n'est-ce pas, impérialistes, ces accords asservissants, ces accords qui, jusqu'aujourd'hui, annihilent le développement du pays et du continent africain. C'est de ça qu'il est question. Et les présidents africains devraient travailler pour dénoncer davantage ces accords-là. Pour dire non à ces accords-là, à travers la méthode stratégique opérée sur le terrain, à travers les rapports de force opérés sur le terrain. Vous parlez maintenant, n'est-ce pas, de la stratégie africaine. Est-ce que, en disant non à l'aide publique internationale occidentale, les présidents africains, les pays africains, peuvent compter sur la solidarité africaine? Je dis oui. Ce qu'on appelle en relation internationale la coopération sud-sud. Il ne s'agit pas seulement des pays africains. Il s'agit de renforcer et de consolider la coopération sud-sud, parce que cette fois-là, il y a les fortes chances, n'est-ce pas, d'avoir de la sincérité sur la scène internationale. Parce que je vous ai dit que la scène internationale, c'est une scène qui est caractérisée par des intérêts. Les pays se caractérisent par des intérêts sur la scène internationale. Il n'y a pas de pays amis, il n'y a pas de pays ennemis. Seul prévaut, c'est l'intérêt. Seul prévaut l'intérêt.
Mais sauf que dans cette configuration des rapports de force, je vous dis souvent que il arrive souvent un moment où ces intérêts-là peuvent se rapprocher, peuvent se ressembler. Il appartient donc à ces présidents, à ces pays qui sont dans cette situation-là, de comprendre cet enjeu-là et de maximaliser sur cet enjeu-là pour pouvoir se libérer. Aujourd'hui, la coopération sud-sud a ceci d'avantage que c'est une coopération qui se fait entre les pays sous-développés, entre les pays qui sont encore dans la misère, entre les pays qui sont encore opprimés par le bloc occidental. Alors, s'ils prennent conscience de cette situation-là, ils peuvent ensemble s'entraider, ils peuvent ensemble mettre en pratique des politiques visant à se libérer. Parce qu'on ne peut pas se libérer seul. Oui. Vous savez que dans ce genre de combat, la convergence des actions est également très importante. Il est important de procéder par regroupement. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les BRICS, le regroupement qu'on appelle les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, est un pôle qui est en train de faire trembler aujourd'hui le bloc occidental. Parce que c'est un pôle qui émerge, c'est un pôle qui pose des actions, c'est un pôle qui ne bavarde pas, c'est un pôle qui ne brille pas par des discours, c'est un pôle qui a une vision du monde équilibriste. Et cette façon de faire fait peur aux Occidentaux parce que ce BRIC-là est en train d'attirer d'autres pays qui ont envie de l'intégrer. Donc, la solution est le regroupement. Parce que je le dis toujours, dans un contexte marqué par la mondialisation, il serait difficile de procéder par isolement. Si vous procédez par isolement, vous serez phagocyté. Et même les pays puissants, même les pays occidentaux et industrialisés aujourd'hui ont compris cet enjeu. Oui. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, il y a des regroupements, ce qu'on appelle techniquement des régionalismes. Aujourd'hui, l'Union européenne est la deuxième puissance économique mondiale, justement parce qu'elle s'est regroupée, parce qu'elle a formé une union. Ils ont décidé de se mettre ensemble et de parler avec unanimité et univocité sur un certain nombre de domaines. Cela a eu, cela, n'est-ce pas ici, leur a conforté, n'est-ce pas, le fait d'être deuxième puissance ou troisième puissance mondiale économique aujourd'hui. Donc, même au niveau des États-Unis, les États-Unis ne fonctionnent pas de manière isolée. Vous voyez que de plus en plus, les États-Unis cherchent à renforcer l'instrument qu'on appelle l'OTAN. Parce que les États-Unis savent que s'ils procèdent de manière isolée, ils seront renversés, ils seront chutés. Donc aujourd'hui, les présidents africains, les pays africains doivent prendre cet exemple-là, cette réalité-là. C'est une réalité incontournable. Parce que l'historien béninois Kizerbo nous disait que la régionalisation est le passage obligé aujourd'hui pour tout pays pour faire face à la mondialisation exploiteuse. Face à cette mondialisation exploiteuse, parce que vous savez que la mondialisation a des ravages. Oui. La mondialisation a des effets pervers. Pour y faire face, vous ne pouvez pas aller seul. Il faut vous regrouper, il faut vous mettre ensemble et c'est en ce moment-là que vous serez fort. Donc la lutte de libération, c'est une lutte qui doit également se penser en collaboration. C'est pour cela que de plus en plus, lorsqu'on voit l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui qui est secouée par les coups d'État et la prolifération du terrorisme et du djihadisme, à travers ce que le Mali est en train de faire, le Burkina Faso, de plus en plus, il se pose l'enjeu, n'est-ce pas, de la confédération. De la fédération. Parce que c'est un passage obligé. On ne peut pas impulser le changement à l'intérieur d'un pays sans penser l'environnement, sans penser les alentours. Okay. Donc c'est pour cela que de plus en plus ce projet de fédération-là est imminent, se pose sur la table, parce que c'est un passage où ces pays-là qui sont engagés dans un combat de libération doivent automatiquement passer. Donc moi je pense que les présidents africains devraient compter, devraient penser de cette façon-là. Les présidents africains ne doivent cesser de penser que c'est l'aide occidentale, c'est l'aide qui vient de l'Occident
qui développe les États. L'aide des partenaires internationaux. L'aide des partenaires internationaux. Non. Même l'aide venant de l'Afrique, même l'aide venant des pays sous-développés asiatiques, américains, européens, parce qu'il y en a aussi, peut leur permettre de se développer. Il s'agit de trouver une méthode de développement qui ne vous tient pas. Une méthode de développement qui ne vous asservit pas. Une méthode de développement qui ne vous conditionne pas. Une méthode de développement qui vous donne la licéité et la liberté de penser souverainement sans toutefois avoir l'influence de qui que ce soit. Oui. Voilà l'équation qu'il faut résoudre et je pense que c'est faisable. Les présidents africains, les pays africains peuvent le faire parce que du point de vue de la cosmogonie, l'Afrique n'est pas seulement l'humanité, la mère du monde, le berceau de l'humanité, comme on le brandit souvent, mais c'est aussi le berceau de l'intelligence, le berceau de la science. Ce n'est pas une honte que de le dire. Nous avons toutes ces compétences-là. Donc ce serait aujourd'hui une maladresse pour nous de croire que les gens doivent venir d'ailleurs pour penser notre développement. Nous-mêmes, nous pouvons nous asseoir et décidions que voici comment nous voulons orienter le développement de l'Afrique. Voici ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Merci, Dr Sango. Et dans son discours, le professeur Faustin Archange Touadéra a souligné également quelques avancées économiques sur le plan infrastructurel, développement et tout ce qui va avec. Bien sûr, on ne reviendra pas là-dessus, mais beaucoup plus sur ses paroles. Alors, lorsque le professeur Faustin Archange Touadéra, à ce 5e sommet du genre, décide de déclarer des paroles comme celle-là, c'est en même temps une façon de mettre l'Occident face à ses responsabilités. C'est une manière de dire haut et fort à l'Afrique, nous sommes au courant, nous savons ce qui se passe et nous avons décidé de dénoncer. Mais maintenant, après la dénonciation, à quoi ça sert de continuer main dans la main? Avant de répondre à cette question, Dr Sango, on a également Antonio Guterres qui, dans son discours, lui, a prétendu clamer qu'il fallait arrêter avec l'hypocrisie, qu'il fallait arrêter avec cette hypocrisie qui fait en sorte que les pays hyper riches n'arrivent pas à aider les pays pauvres, mais plutôt engloutissent les richesses. Mais ça, on y est habitué à ce discours d'Antonio Guterres. Alors, comment comprendre que l'on continue main dans la main? Est-ce qu'il ne faut pas un détachement? Justement, c'est ce dont je voulais parler, Dr Sango, tout à l'heure. Oui. Cette hypocrisie-là, elle ne va jamais finir sur la scène internationale. Et que ce secrétaire des Nations Unies arrête. Parce que ce qu'il fait là, c'est même de l'hypocrisie. Lorsqu'il s'exprime ainsi, il est en train de faire de l'hypocrisie. Parce qu'il est mal placé pour dénoncer cette hypocrisie sur la scène internationale. Oui. Ce que je veux dire en tant que technicien des relations internationales, c'est que l'hypocrisie ne pourra jamais finir des relations internationales parce que les relations internationales sont fondamentalement faites des rapports d'intérêt. Les intérêts. Ce qui fait un État, c'est son intérêt. Ce qui pousse un État à venir sur la scène internationale, c'est son intérêt. Et tant que vivront les États, parce que les États sont les acteurs majeurs des relations internationales, tant que vivront des États, les intérêts ne disparaîtront jamais. Et pendant, aussi longtemps que les intérêts seront là, l'hypocrisie va toujours les accompagner. Ce que moi j'ai dit, c'est quoi? C'est que j'ai démontré ici que le discours du président Touadéra et de ses pairs des PMA qui se sont réunis dans ce sommet-là, c'est un discours paradoxal. Compte tenu de l'enjeu du combat, c'est un discours paradoxal. Parce que vous ne pouvez pas vouloir vous libérer et continuer à tendre la main. Ça veut dire que vous demandez une chose et son contraire. Ce n'est pas logique, ce n'est pas cohérent. Oui. Donc nous disons ici que il faut demander l'arrêt, la cessation immédiate de cette aide-là. C'est un instrument d'asservissement, c'est un instrument qui a causé plus de mal au continent africain que de bien, qu'il en a fait du bien. Donc, le président Touadéra doit comprendre cela.
Pour revenir maintenant sur ce pays qu'on appelle la Centrafrique. Mais c'est un idéal type d'analyse, c'est un prototype par excellence, Oui. de démonstration de cette exploitation, de cette oppression occidentale sur le continent africain. Le pays qu'on appelle la Centrafrique aujourd'hui, c'est un pays qui a été pris en otage depuis son indépendance. C'est un pays qui a été administré comme une préfecture de la France. C'est un pays où les présidents à la tête de cet État se décidaient en France. C'est un pays où on renversait les présidents en fonction des intérêts de la métropole française. Depuis Bokassa, depuis Bozizé, depuis Patassé, et tous ces gens-là sont le fruit de la France-Afrique. Pendant plusieurs années, les ressources et les matières premières du pays qu'on appelle la Centrafrique n'ont jamais bénéficié à ce pays-là. Avant peut-être l'avènement du président, du professeur Akanj Touadéra, aujourd'hui, qui est en train de donner de tout son corps pour renverser la situation. Et nous sommes donc en train de lui dire que pour que son objectif de voir son pays se libérer de cette exploitation, de cette oppression économique d'attente, il y a des choses qu'il ne doit pas faire, des erreurs qu'il ne doit pas commettre. Parce que nous sommes là pour donner des conseils, des orientations. Et l'une des erreurs qu'il ne doit pas commettre, c'est de rester sur cette aide publique au développement, c'est de rester dépendant de cette aide publique au développement. Parce que la stratégie de déstabilisation, la stratégie d'exploitation des pays africains par les pays occidentaux n'est plus un secret. C'est l'instabilité que nous avons dans nos pays africains aujourd'hui ne viennent pas d'ailleurs. C'est une stratégie savamment pensée, savamment orchestrée à travers le principe de la division internationale du monde qui a été théorisé par l'économiste Samir Amin, où le monde a été divisé en deux, le centre et la périphérie. Les pays africains qui sont du bloc de la périphérie doivent être là pour fournir les matières premières aux pays du centre et qui doivent rester des pays développés. Et pour que cela soit démise, il faudrait que l'instabilité soit omniprésente, pour ne pas dire omnipotente, dans ce continent africain. Donc les conflits, les rébellions, le djihadisme, le terrorisme, c'est des choses qui sont entretenues par la métropole. Pour que cela s'arrête, il faut tout simplement construire ce que j'appelle souvent le rapport de force. Le rapport de force qui consiste à diversifier son partenariat sur tous les domaines. Que ce soit militaire, que ce soit économique, que ce soit culturel, que ce soit social, sur le terrain. À le diversifier, parce que plus vous diversifiez votre partenariat, plus vous avez la chance de vous libérer, plus vous avez la chance de sortir de l'orbite d'un partenaire, n'est-ce pas, oppressif. Parce que vous avez compris le discours du professeur Touadéra, où il a dit que les embargos. Où il a dit que les puissances occidentales, certains pays occidentaux ont fait l'erreur ou alors ont eu tort de penser à un certain moment donné que la Centrafrique était une chasse gardée d'une puissance. Mais c'était ça. Du point de vue de la réelle politique, la Centrafrique était une chasse gardée de la France. Et quand je parle de la France-Afrique, je parle des autres pays africains francophones. Oui. C'était des chasses gardées. Où d'autres puissances occidentales, d'autres partenaires ne pouvaient pas venir interférer n'importe comment. Des chasses gardées où les présidents de ces pays-là ne pouvaient pas disposer librement de leur système de gouvernance. Donc, moi je pense qu'aujourd'hui, face à ce passé douloureux, à ce passé dangereux, à ce passé pathétique et tragique, les présidents africains aujourd'hui n'ont plus droit à l'erreur. Parce que ce serait naïf, ce serait même une sorte de malédiction
qu'au XXIe siècle, et compte tenu de tout ce que je viens d'analyser là, compte tenu de tout ce passé tragique, pathétique, qu'on continue encore à penser que c'est celui-là qui nous a maintenus dans cette situation qui va encore nous permettre de sortir de cette situation. Ce serait vraiment une malédiction. Et je n'ai pas envie de dire que les pays africains sont maudits. Nous ne sommes pas maudits. Parce que si l'homme est déterminé par le déterminisme, il n'est pourtant pas englouti par celui-ci. Par sa capacité et son intelligence, il peut poser, n'est-ce pas, des mécanismes, des stratégies qui lui permettront de sortir de ce déterminisme-là. C'est ça l'intelligence. Lorsque vous n'avez plus cela, ça veut dire que vous n'êtes plus un être humain. L'homme est un roseau pensant. Ce qui fait l'homme, c'est la pensée. Il doit penser. Mais à partir du moment où vous montrez que vous êtes limité, vous ne pouvez plus penser, ça veut dire que vous n'existez plus. Et à partir du moment où vous cessez de penser, vous cessez d'exister. Les pays africains, le continent africain est un continent, je l'ai dit, qui regorge des compétences, qui regorge de l'intelligence, du savoir, des connaissances, et qui peuvent, n'est-ce pas, se mettre ensemble et mettre et penser les stratégies d'implémentation de cette connaissance-là. Il s'agit de transformer cette connaissance savante-là en action concrète sur le terrain. Merci Dr Sango. On en a pratiquement terminé dans cette émission Regard panafricain. Les paroles du professeur Faustin-Archange Touadéra sont donc passées sous votre viseur. Celle-ci qui déclarait les pays occidentaux entretiennent l'instabilité politique en République centrafricaine depuis son indépendance. On revient sur le thème du potentiel à la prospérité. Comment la République centrafricaine pourrait-elle passer du potentiel à la prospérité lorsque, au vu et au su de tous, justement, il y a ces différents pillages. Au vu et au su de tous, il faut le rappeler, Dr Sango, la République centrafricaine, depuis quelques mois déjà, est le théâtre de plusieurs attaques terroristes. Des enquêtes ont été instruites par l'exécutif du côté de la Centrafrique. C'est justement pour faire la lumière sur les faits, mais on sait tous ce qu'il se passe actuellement. En dehors de ça, il y a cette campagne de dénigrement, de désinformation que le professeur Faustin-Archange Touadéra a d'ailleurs mentionné dans son discours. Ça fait que on a l'impression qu'on est dans une sorte d'inimitié finalement, une amitié où on sait qu'on est avec quelqu'un qui nous veut du mal et qui nous veut du tort, mais on est là au milieu et à la fin on demande de multiplier les aides financières et même on est obligé de frapper la main à plusieurs reprises. Est-ce que vous pouvez lever les embargos finalement? Est-ce que vous pouvez le faire? Parce qu'après, rappelez que la République centrafricaine qui traverse toutes ces situations n'a pas le droit d'acheter ses armes et d'utiliser son diamant comme elle le voudrait. Docteur Sango, couper le cordon, finalement, c'est ce qu'il faudrait faire, mais de quelle manière? C'est cette politique de 2 poids 2 mesures qui soulève souvent l'ire des analystes que nous sommes, qui soulève généralement l'ire des Africains pétris de la connaissance des enjeux du monde. Oui. Parce que lorsqu'on voit comment ces pays occidentaux procèdent dans leurs relations, où ils opérationnalisent la politique de 2 poids 2 mesures, où ils montrent leur intention de lutter contre le terrorisme, mais en asphyxiant l'État, qui est pourtant le premier responsable, acteur, qui doit lutter contre ce terrorisme-là, des armes et des moyens efficaces pour lutter contre ce terrorisme-là. Ce que j'appelle l'embargo. Oui. Donc moi, je suis de ceux qui pensent que ces éléments sont assez suffisants aujourd'hui pour comprendre que ce ne sont pas des partenaires avec qui on peut compter pour restaurer la paix, pour libérer le continent africain. C'est des éléments assez suffisants qui montrent que la méthode doit changer. La méthode doit changer. La méthode minimaliste doit céder la place à la méthode maximaliste, qui doit conduire à la rupture. Et lorsque nous parlons de rupture, il ne s'agit pas de s'arrêter là.
Après la rupture, il faut maintenant penser d'autres stratégies qui vont vous prémunir contre ce que j'appelle des représailles. Parce que, en faisant la rupture, le partenaire, l'ennemi, ne va pas rester les bras croisés. Il va également réfléchir pour vous mettre en difficulté. D'où la campagne de désinformation que nous vivons aujourd'hui en RCA. Oui. D'où les tentatives de déstabilisation que nous vivons aujourd'hui en RCA. C'est justement parce que le partenaire a compris que la RCA est en train de montrer les velléités de rupture et qu'il faut donc démontrer à cette RCA que si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes foutus. Oui. Donc c'est ça, nous sommes en guerre, c'est de la stratégie. Il faut des tactiques, des méthodes. La méthode qui ici, aujourd'hui, c'est la méthode de rupture. J'ai dit ici que la méthode de rupture ne doit pas s'arrêter là. Une fois la rupture faite, on doit penser d'autres méthodes qui vont nous permettre de nous prémunir contre les représailles. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui en RCA, ces attaques djihadistes que vous avez évoquées, cette campagne de désinformation qui consiste à montrer que le partenariat russo-centrafricain est un partenariat inefficace, c'est un partenariat impuissant, c'est de très bonnes luttes. J'ai envie de dire. Oui. C'est de très bonnes luttes parce que vous ne pouvez pas être en train de combattre et penser que l'autre, une fois que vous l'aurez donné un coup de poing, il va rester les bras croisés. Non! Il faut vous attendre à ce qu'après l'avoir donné le coup de poing, qu'il se relève pour contre-attaquer. Maintenant, c'est à vous de penser la stratégie de donner le coup de poing. Il faut donc donner un coup de poing qui doit totalement déstabiliser l'ennemi, de telle sorte qu'il ne puisse plus se relever et vous redonner le coup de poing en retour. C'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire, je multiplie ces métaphores pour que les présidents comprennent les enjeux, pour que les acteurs africains comprennent le combat. C'est de très bonnes guerres que nous sommes en train de vivre là aujourd'hui. Oui. Donc, le pays qu'on appelle la Centrafrique aujourd'hui est engagé résolument vers sa voie de libération. Mais nous disons, des erreurs ne doivent plus se multiplier. Des erreurs ne doivent plus se commettre. Nous avons identifié notre ennemi et il est question de combattre, de lutter contre cet ennemi-là. On ne peut pas identifier un ennemi et penser que c'est avec cet ennemi-là que nous allons résoudre notre problème. Cet même ennemi-là qui a causé le problème. C'est-à-dire, c'est un peu incohérent, c'est illogique, c'est un peu incompréhensible. Oui. Donc, je pense que cette façon de faire que nous avons observée lors de ce sommet de Doha est la dernière. Où on pose un diagnostic, on identifie un ennemi et on continue à tendre la main vers cet ennemi-là pour résoudre le problème. Je pense que c'est la dernière. Et que les prochaines séances, les présidents africains vont plutôt poser des actes de rupture, des actes de libération totale, des actes, n'est-ce pas, d'affranchissement. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. On a besoin aujourd'hui des actes. On n'a plus besoin des discours soft, des discours de collaboration, des discours de dépendance. C'est-à-dire tout ce qui est dépendance aujourd'hui doit être coupé. Oui. Même lorsque nous appelons d'autres partenaires, nous en appelons ici à faire avec d'autres partenaires, il ne s'agit pas d'aller se jeter dans les bras d'un partenaire qui va nous miroiter la méthode de la dépendance que nous sommes en train de fuir. C'est de ça qu'il est question. Donc il s'agit de choisir le partenaire qui a une méthode différente, qui a une méthode qui peut vous permettre de sortir du moins de l'asphyxie économique à laquelle vous étiez engloutis. Et lorsqu'on fait la comparaison du point de vue historique, on voit bel et bien que les méthodes sont différentes, compte tenu de la divergence des intérêts sur la scène internationale. L'intérêt de la Russie aujourd'hui n'est pas d'avoir des colonies, n'est pas d'avoir, n'est-ce pas ici,
des débouchés. Non, l'intérêt de la Russie aujourd'hui, c'est de construire un monde multipolaire où les souverainetés des États seront respectées. À partir de là, on voit que partout où la Russie intervient, c'est pour combattre contre l'impulsion de l'idéologie occidentale capitaliste qui vise à impulser l'unilatéralisme. Face donc à ces deux situations, quelle est la méthode qui suit donc aux pays africains? Les pays africains peuvent donc choisir quelle méthode parmi ces deux méthodes-là. C'est de faire avec la méthode qui vise à instaurer un monde multipolaire, parce que cela permettra également aux présidents, aux pays africains de se libérer et d'être respectés sur la scène internationale au même titre que tous les autres pays, disent-ils, industrialisés. Oui. C'est ça l'enjeu. Donc, moi je pense que nous avons la responsabilité entre nos mains de libérer l'Afrique ou de l'enterrer dans la dépendance. Donc, pour sortir, tout simplement, je vais tout simplement dire au président Akash Touadéra qu'il a tout notre soutien. C'est quelqu'un qui a travaillé et qui continue de travailler. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a montré son intention de libérer la Centrafrique. Et ce que nous lui disons, c'est tout simplement de ne pas commettre certaines petites erreurs qui vont venir ternir le travail qu'il a fait jusqu'ici. Et lorsque je parle de lui, je parle de tous les autres pays de PMA qui se sont réunis à ce sommet et qui ont pensé qu'il faut rester la main tendue. Non. Donc je m'adresse à eux pour dire qu'ils doivent faire très attention, parce qu'une petite erreur peut remettre en cause tout le travail qu'ils ont abattu jusqu'ici. Docteur Sango, lors de ce sommet justement qui s'achève le 9 mars prochain, le professeur Faustin Archange Touadéra, dans son discours, a tout de même déclaré que le FMI, l'Union européenne, la Banque mondiale avait arrêté depuis 3 ans de soutenir la République centrafricaine à cause des pressions mises par différents pays occidentaux. On est là, comme vous le dites depuis tout à l'heure, dans une sorte de paradoxe où je finis d'accuser quelqu'un et je lui dis, mais de toutes les façons, après toutes ces accusations-là, n'oublie pas de me donner quelque chose par derrière pour que je puisse me développer. Pour rappel, on a 470 indices miniers, dont l'or, le diamant, le cobalt, l'uranium, le pétrole du côté de la République centrafricaine. 15 millions de terres arables, c'est totalement suffisant pour développer un pays, mais aujourd'hui, la République centrafricaine estime qu'elle est réellement mal avancée. Comment comprendre qu'elle soit classée dans ces pays justement mal avancés quand on sait le potentiel qu'elle a? Nous sommes en train de sortir, docteur Sango, on parlait tout à l'heure de ce thème qui a été parfaitement choisi, du potentiel à la prospérité. Un thème qui ressemble à une moquerie purement et simplement bien affichée, puisque on a eu la présence des Nations Unies à ce sommet qui s'achève le 9 mars prochain. En dehors du professeur Faustin Archange Touadéra, il y a plusieurs autres chefs d'État africains qui certainement auront la même démarche, peut-être pas dénoncer d'abord, mais tendre la main par la suite. Je reviens à ma question de tout à l'heure, que j'estime que vous avez légèrement survolé. On sort, docteur Sango, c'est une légère ouverture de débat. Lorsqu'on aura tourné le dos au FMI, à la Banque mondiale, à l'Union européenne et tous ces différents partenaires, eh bien, docteur Sango, il reste qui pour nous tendre la main? Ce qu'on a appelé injustement ou justement les institutions de Bretton Woods, de ces institutions financières internationales, la Banque mondiale et le FMI, sont des instruments du capitalisme. Ce sont des instruments du capitalisme et leur aide n'est pas une aide aveugle. Oui. Leur aide ne vagabonde pas n'importe comment. Il y a 2 principes qui caractérisent leur aide. Le principe de la conditionnalité, oui, et le principe de la sélectivité.
Le principe de la sélectivité, c'est quoi? C'est que on sélectionne les pays en fonction de leurs intérêts. Si dans un pays, vous avez un président qui développe une politique qui va en déphasage des intérêts du capitalisme, Oui. il est clair que vous allez rester 100 000 ans sans bénéficier de l'aide venant de ces institutions internationales. C'est ça le principe de sélectivité. Maintenant, le principe de conditionnalité. Lorsque vous avez été choisi comme pays devant bénéficier de cette aide-là, Oui. il faudrait maintenant que pour que cette aide-là soit décaissée, que vous respectiez des conditionnalités rudes déposées sur la table. Et l'une de ces conditionnalités-là, c'est souvent de faire ce que ces institutions-là vous demandent de faire. C'est-à-dire, on vous donne de l'argent et on oriente cet argent-là vers des projets de développement, vers des nécessités qui ne sont pas urgentes et utiles pour votre pays. La distraction. Donc, on vous donne une aide et on oriente ailleurs. Oui. Politique de sélectivité, de conditionnalité. On a vu en 90, pour illustrer ce principe de conditionnalité, avec le discours de la Baule de Mitterrand, où il avait conditionné l'aide publique française aux pays africains par la condition de la démocratisation, ce qu'on a appelé le vent de l'Est à 90, où on a vu comment tous les présidents africains se sont orientés sans réfléchir, penser, cogiter vers le pluralisme, vers la démocratie. Cette démocratie-là qui cause aujourd'hui des ravages. Mais c'est la même politique aujourd'hui. On a vu les pays qui n'ont pas des Il faut en présidents sortir. C'est la même démocrates politique selon les aujourd'hui États-Unis. qui continue parce que nous avons encore à la tête de nos États africains des présidents qui travaillent pour cela. C'est pour cela que nous disons que à la tête de nos États, il faudrait que, à défaut que ceux qui sont encore là se ravisent, prennent conscience et changent de costume pour adosser le costume de l'intérêt du continent, leur faire remplacer par des panafricanistes qui vont implémenter l'intérêt du continent africain. Voilà c'est-à-dire voilà le chemin que nous traçons. Voilà les réalités que nous mettons sur la table. Donc aujourd'hui, ce n'est que normal, à partir de ce que je viens de vous expliquer, Oui. qu'on comprenne pourquoi les institutions de Bretton Woods aujourd'hui ont coupé leur aide du côté de la Centrafrique. Parce qu'à la tête de la Centrafrique, il y a une personne qui ne leur rassure plus. Une personne qui n'est plus prête à jouer le rôle de docilité. Une personne qui n'est plus prête à obéir aveuglement. Comme d'autres le font. Je n'ai pas envie de citer certains pays Oui. qui se plaisent en le faisant. Donc, voilà la raison fondamentale aujourd'hui qui explique pourquoi le FMI et la Banque mondiale n'orientent plus leur aide vers la Centrafrique. Et moi, je dis que la Centrafrique ne devrait pas se plaindre face à ce refus-là, face à cette désorientation de l'aide des institutions de Bretton Woods. C'est une ouverture pour de nouvelles stratégies. En faire une opportunité, penser une stratégie libératrice. Parce que le FMI, la Banque mondiale, lorsqu'ils arrivent dans un pays, lorsqu'ils interviennent dans un pays, cela montre que ce pays-là, du point de vue technique et économique, est en crise. Un pays qui fonctionne normalement n'a pas besoin de la présence du FMI.
D'accord, merci Docteur Sango. Définitivement, on en a terminé dans cette émission Regard panafricain. Merci à vous, vous êtes politologue et internationaliste, de nous avoir prêté de votre viseur pour ce regard panafricain. Merci également pour vos différentes analyses et expertises sur ce plateau. Bien, nous remercions tous ceux qui nous ont regardés sur nos différentes plateformes Facebook et YouTube For You Media Africa, ceux qui nous écoutaient et nous regardaient via l'application téléchargeable sur Play Store, ceux également qui nous écoutaient sur notre radio 96.3 FM et qui nous regarderont sur notre chaîne de télévision. Ce fut un plaisir de vous accompagner encore une fois. Rendez-vous demain, même heure et contenu différent. Passez d'excellents moments en compagnie de For You Media Africa, car l'information et les programmes se poursuivent sur nos différents médias.